Donc, bienvenue dans ce webinaire qui porte sur l'optimisation des cours extérieurs. On va vraiment regarder comment est-ce qu'on optimise sa cour extérieure pour vraiment maximiser l'apprentissage et le développement des enfants. C'est une série de webinaires qui porte principalement sur les aménagements extérieurs. Vous allez voir aussi sur le site web de NALU, vous en avez deux autres aussi, donc pendant le mois d'octobre et pendant le mois de novembre qui porte sur l'optimisation aussi des cours extérieurs. On va fixer un objectif ensemble de ce webinaire-là. Donc, mon objectif avec vous ce soir, c'est vraiment de vous aider, de vous fournir en fait des idées simples et concrètes. Il y a des choses aussi que vous allez peut-être avoir déjà vues. Il y a des choses aussi, vous allez peut-être repartir avec quelques-unes des connaissances. On a 30 minutes ensemble, mais l'objectif, c'est vous aider avec des idées simples à partager euh, pour vous aider à transformer vos cours extérieurs en espaces où les enfants peuvent explorer, jouer et se développer activement. Pourquoi je dis activement? Parce que moi, je suis à la base professeure en éducation physique. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, si vous pouvez simplement le fermer. Ça va créer moins de discordance là, dans l'enregistrement. Donc, la raison pour laquelle, en fait, je parle d'activité physique, c'est parce que je suis titulaire d'un bac en enseignement de l'éducation physique, mais également aussi d'une maîtrise, où je me suis intéressée aux aménagements extérieurs naturalisés et mixtes, donc on mélange traditionnel et naturalisé. Puis, cette maîtrise-là m'a permis de m'intéresser vraiment aux facteurs qui permettent la promotion de l'activité physique et ainsi des apprentissages. Donc, c'est pourquoi aussi j'ai fondé Nalu Éducation, c'est pour vous partager aussi cette expertise-là. Puis, comme ça n'existait pas, ben, je me suis dit ça va faire un petit plus pour les conseillères pédagogiques, mais aussi là, les enseignantes et les éducatrices, les directions, donc tous les milieux éducatifs à travers le Québec. Si jamais vous voulez, vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire à info@commercialnalueducation.ca. Sinon, vous cherchez du contenu, j'en publie de manière régulière, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, ou si vous voulez revoir des webinaires, vous pouvez aller sur YouTube en tapant Nalu Éducation. Il y a d'anciens webinaires là, que j'ai faits au courant de de la dernière année. Donc, je vous invite à aller les regarder. Des fois, il y a des éléments qui se recoupent, mais des fois, il y a des nouveaux éléments, comme entre autres sur quels vêtements extérieurs, comment les choisir. On parle encore aussi de naturalisation. On va parler du rôle de l'éducatrice dans la prise de risque. Donc, vraiment toutes sortes d'informations. Euh, pour aller de l'avant, pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce webinaire-là? C'est parce qu'on cherche tout le temps des façons de promouvoir l'activité physique ou de promouvoir les apprentissages. Puis chez Nalu Éducation, on promouvoit surtout ces apprentissages-là par le jeu libre dû aux bénéfices qui y sont recensés. C'est probablement pas nouveau pour vous, mais je voulais vraiment vous mettre la table pour la simple et unique raison que ces idées que je vais vous présenter découlent du jeu libre. Et pourquoi je parle de jeu libre? Puis en fait, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment que ça permet à l'enfant de suivre ses idées, son instinct, ses intérêts. Ça présente du risque, soit des défis constants. Ça leur permet aussi de repousser leurs limites, puis aussi d'explorer des frontières. On parle de frontières qui sont non imposées par l'adulte parce qu'on est plus dans du jeu structuré à ce moment-là. Et je vais vous prendre le temps de vous les comparer après pour vraiment vous permettre de comprendre la différence entre les deux. Puis le bienfait les bénéfices du jeu libre sont très larges, autant au niveau des apprentissages que sur le développement moteur d'un enfant, que sur son bien-être, que sur ses aptitudes cognitives. On parle entre autres, donc c'est des éléments qui ont été recensés par l'Association canadienne de santé publique, par un document qui parlait entre autres du jeu libre, qui disait c'est important de mettre de l'avant le jeu libre et pourquoi. En voici les bienfaits. Le premier, c'est au niveau des aptitudes cognitives. On parle entre autres de l'attention, de la concentration, la capacité de garder le cap sur une tâche. Souvent, c'est pas évident pour certains enfants de garder de garder le cap sur une tâche, puis aussi la capacité de la mémoire. Donc, en mettant de l'avant le jeu libre, on prédispose en fait les enfants à maximiser ces compétences-là ou ces aptitudes cognitives-là.
On parle aussi ça c'est plus pour les enfants d'âge primaire, donc on parle d'améliorer les comportements en classe. Donc on peut parler comportement en classe, souvent on va regarder des comportements plus négatifs. Euh, donc ça va les améliorer, c'est ce qu'on remarque quand les enfants s'engagent dans du jeu libre. On parle aussi d'améliorer là, la résilience, donc la capacité d'adaptation, mais aussi la capacité de faire face à l'adversité. Le jeu libre, il est écrit noir sur blanc, en gras, donc c'est des défis constants. On parle de jeu à risque bénéfique. Et ce que ça veut dire, ben, c'est de permettre à l'enfant de découvrir ses propres frontières, de découvrir à quel point il est capable d'accomplir une tâche. Et ça se reflète dans l'ensemble de ses apprentissages après. Donc, cette résilience qui est améliorée juste par le fait de permettre aux enfants de faire du jeu libre. On permet entre autres aussi, par la promotion du jeu libre, par permettre aux enfants de faire du jeu libre, on améliore les habiletés de gestion de risque. Explorer ses frontières, ça en est ça. Donc, la gestion du risque, c'est permettre à l'enfant de gérer les différentes hauteurs, gérer les différentes vitesses, gérer comment on utilise les petits outils ou le petit matériel qui peut être considéré comme pour certains dangereux, mais qui en fond, c'est du risque. Donc, c'est pas quelque chose qui amène du danger, mais c'est l'enfant qui est capable de déterminer, en fait, s'il est capable ou non, ou s'il veut ou non s'engager dans cette action-là. C'est ce qu'on appelle du risque. Le prochain, c'est d'aider des enfants à améliorer leurs aptitudes sociales. Donc, dans le monde dans lequel on est, c'est hyper important, ces aptitudes sociales-là. Et il l'a toujours été, à mon avis, mais encore plus aujourd'hui, cette intelligence émotionnelle qui est développée, la conscience de soi, cette empathie aussi qui est développée et la capacité de communiquer efficacement avec les autres. C'est hyper important, capacité de communiquer efficacement ce qu'on a besoin de dire, ce qu'on veut dire, sans que ça soit interprété d'une autre manière. Donc, c'est par le jeu libre que les enfants peuvent le développer, entre autres. Je voulais aussi faire un parallèle avec ce concept-là parce que les enfants prennent 40 minutes. Donc, les enfants en plus bas âge vont prendre 40 minutes à développer un jeu. Donc, c'est hyper important de comprendre qu'il faut leur laisser cette place-là dans le jeu libre, le laisser ce temps-là au minimum pour leur permettre de créer ces histoires-là. Les enfants en bas âge, leurs jeux vont plutôt être, ce ne sera pas des jeux avec des règles structurées. Ça va plutôt être, ils vont négocier, renégocier leurs règles. Donc, c'est comme ça qu'un enfant en bas âge joue. Puis c'est pour ça qu'on parle de communiquer efficacement. Donc, les enfants vont négocier, renégocier, renégocier pendant ces 40 minutes-là. Ils même vont jouer, tisser des liens avec les amis ou avec les autres collègues ou amis de leur groupe pour arriver à un résultat final. Donc, c'est pourquoi il faut aussi leur laisser du temps. Quand on parle aussi de bénéfices sur le jeu libre, on va parler de bien-être mental et affectif. Ce concept de soi qui est positif, cette estime de soi aussi qui va venir être enrichi. Euh, que ce soit par le jeu à risque, le jeu risqué, concept de soi positif. Hey, j'ai été capable de grimper dans un arbre que j'ai pas été capable la dernière fois. Donc, cet accomplissement-là, ces bénéfices de concept de soi positif là, qui vient grandir chez l'enfant. On parle aussi de contribuer de manière positive à la santé physique et à la motricité globale. On parle entre autres de contribuer au développement musculo-squelettique chez un enfant par motricité globale. Donc, c'est l'ensemble de ces compétences qui sont développées et qui permet à l'enfant, je ne pouvais pas passer par-dessus, d'être actif dans son jeu et de s'engager par pur plaisir. Un enfant s'engage dans le jeu par pur plaisir, donc il s'engage activement, physiquement, euh, à l'atteinte de ses idées, ses objectifs, ses intérêts. Euh, donc, je vous ai parlé qu'il y a une différence entre le jeu libre et structuré, et c'est le dernier concept que je vous explique avant de vous apporter ces idées concrètes de ce que vous pouvez faire parce qu'elles s'assoient sur ces deux principes. En fait, sur le principe du jeu libre, comme je vous ai expliqué plus tôt. Donc, quand on parle du jeu
du jeu structuré, ben, on est plus dans quelque chose qui va venir de l'adulte. On parle que l'adulte va planifier, va organiser, va animer dans un but et un objectif spécifique. Quand on est dans l'autre spectre, où est-ce qu'on est dans le jeu libre, on va parler des objectifs plus c'est l'enfant qui va l'initier. C'est l'enfant qui va vouloir de manière libre et spontanée développer son autonomie, de cultiver son imaginaire, d'interagir avec les autres, donc ces liens sociaux-là, les amis qui vont se créer. C'est dans cet objectif-là. Ça va être aussi de favoriser le développement global de l'enfant. Donc, il s'agit de trouver un équilibre, comme il est mentionné, mais c'est hyper aussi important de comprendre qu'en bas âge, le jeu libre, avant 7 ans, c'est hyper pertinent de le mettre de l'avant. Puis, quand on parle d'idées, pour venir maximiser votre cours, l'utilisation de vos espaces, donc on vient miser sur des stratégies d'apprentissage qui se basent sur le jeu libre. Et une des premières propositions que j'ai pour vous, il y en a pour qui ce concept n'est pas nouveau, il y en a qui sont plus néophytes dans le sujet peut-être, mais c'est ces matériaux de jeu libre et polyvalents qui seraient à introduire. Le deuxième concept, que je vais prendre aussi le temps de vous présenter, ça va être le contact avec la nature. Donc, le contact avec la nature a été prouvé qu'il y a des bénéfices sur les apprentissages. Donc, on peut le mettre de l'avant comme idée simple. Je vais vous en présenter. Et le troisième principe, on va parler aussi des aménagements pour permettre le temps actif. Donc, c'est plus un remue-ménage. Le dernier, c'est vraiment un remue-ménage de qu'est-ce que vous avez dans votre cours, comment est-ce qu'on pourrait simplement réfléchir de manière globale pour maximiser le temps actif et le jeu libre aussi. Puis, avant d'aller plus loin, donc, je voulais juste vous mentionner que le meilleur endroit pour le jeu libre, c'est à l'extérieur. Donc, ça a été prouvé par la recherche. Et si je vous l'apprends, je suis contente. Si c'est pas nouveau, tant mieux. L'important, c'est vraiment d'y retourner de manière récurrente pour créer ce lien-là, créer apporter ces bénéfices-là aux enfants. Donc, premier truc, c'est d'introduire ces fameux matériaux libres-là et polyvalents. Qu'est-ce que c'est de manière générale? C'est vraiment, on parle d'éléments de jeu, on va parler de pièces, on va parler de matériaux. Donc, on n'est pas dans le jouet, on est vraiment dans l'élément de jeu, matériaux, pièces. C'est vraiment ces termes-là qu'on utilise. Donc, ils n'ont pas de mode d'emploi spécifique. On peut les utiliser seuls. Tout comme les enfants peuvent les utiliser avec d'autres matériaux pour les combiner. On peut les transporter, les combiner, les transformer. Et c'est vraiment au gré de leurs idées puis de leurs projets que les enfants vont leur donner vie. Je vous ai proposé ces idées simples rapidement, ces pièces-là, que ce soit des bûches, que ce soit des tourets de différentes grosseurs, des anneaux de différentes grosseurs aussi, des tuyaux que ce soit des tuyaux en carton, des tuyaux en PVC. C'est des tuyaux en PVC, assurez-vous qu'ils sont sablés au bout, tout simplement parce que les petites écailles de PVC peuvent être nocifs pour les enfants. Mais donc, pas au toucher, simplement s'ils les ingèrent. Donc, juste les sabler, on règle la solution. On peut parler aussi des boîtes de carton de différentes tailles, différentes grosseurs, de différents formats, hyper intéressants. J'ai une photo que je présente durant ma formation sur ces pièces matériaux libres, qui est un enfant avec une grosse boîte en carton sur la tête, puis avec un spaghetti de piscine. Donc, c'est très drôle parce qu'il y a des éducatrices ou des enseignantes qui disent, on dirait un éléphant, on dirait qu'il s'en va au combat comme un chevalier. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options possibles que peut avoir que peut avoir cette, cette, voyons, cet objet-là. L'autre élément, si vous pouvez intégrer, ce soit les bâches, donc différentes grosseurs, ces fameuses toiles bleues. Vous pouvez aussi utiliser les matériaux de la nature. Les matériaux de la nature, on a la neige, on a l'eau sous ses différentes formes, que ce soit l'eau, la glace, la neige, que ça peut être de la bruine, ça peut être... donc, c'est tous des matériaux libres.
L'eau l'est particulièrement, vous aurez compris, parce que les enfants peuvent facilement la manipuler, tout comme la glace. La brune est un petit peu plus dure à contrôler, mais peut être un élément intéressant. On parle des feuilles de différentes couleurs, de différentes tailles, de différents types d'arbres. Les caisses de lait, moi, je les aime bien pour favoriser, entre autres, la motricité globale, pour la simple et unique raison que les enfants peuvent les transporter, combiner, mettre des choses à l'intérieur, les tirer. Euh, Ce que vous devez savoir principalement, c'est que le type de matériel et la quantité que vous allez offrir va avoir un impact sur le degré de découverte, d'inventivité et de création d'un enfant. Il ne s'agit pas trop non plus d'encombrer l'espace, il s'agit de proposer des matériaux de manière opportune. Et pourquoi je vous dis ça de manière opportune? C'est parce que ça a un impact sur l'apprentissage de l'enfant. Donc, dans un livre de Dali et Beloglovski, un des éléments qui a été mentionné, c'est lorsque les adultes remarquent des schémas ou des modèles de jeu des enfants, ils peuvent réagir de manière à prolonger ou renforcer les apprentissages des enfants. Autrement dit, l'adulte a un impact sur l'apprentissage de l'enfant et il faut savoir capter ce que l'enfant fait et lui offrir le matériel en conséquence, donc en mettant en scène quelque chose, en étant observatrice bienveillante et devenir metteur en scène ou euh, j'ai oublié le prochain, là, mais c'est en étant, par exemple, metteur en scène, vous pouvez proposer à l'enfant qui transporte, qui est un schéma de jeu. Donc, transporter, quand on parle de déplacer des choses, on pourrait lui offrir ce matériel-là. Donc, est-ce qu'on parle de petites brouettes, de petits chariots? Est-ce que l'enfant va créer lui-même son petit chariot? Est-ce que ça peut être je vous parlais de la caisse de lait avec un petit morceau de corde, par exemple, pour tirer les choses? Est-ce qu'ils vont les transformer? Est-ce qu'ils sont dans un schéma pour transformer? Euh, Par exemple, la neige, il y a des enfants qui aiment bien mettre de la couleur, de l'eau avec de la couleur, des colorants alimentaires. Ça peut être des colorants alimentaires ou même des colorants euh, qui viennent des végétaux, de la betterave, du pissenlit, ou ça peut être le vert de la chlorophylle. Donc, ça peut être vraiment des belles propositions. Puis tout ça se dégrade aussi. Donc, on est dans des pratiques écologiques qui sont intéressantes, qui amènent les enfants à comprendre que les couleurs ou même les formes, donc vous pouvez leur offrir des morceaux de carton coupés de manière différente, des morceaux peut-être de plastique ou quoi d'autre qu'on peut offrir? Différentes grosseurs de boîtes. Donc, c'est des formes, des cubes ou des cercles ou des sphères que les enfants vont vraiment pouvoir comprendre comment ça fonctionne, la transformation. La trajectoire. Il y a certains enfants qui vont parler, c'est un schéma de jeu aussi, la trajectoire. Donc, est-ce qu'ils sont à explorer l'horizontal, le vertical, donc, ou le diagonal, la vitesse, le déplacement? Donc, déjà avec un tuyau de PVC ou différents des types de gouttières, avec des balles, ça peut être des roches, des coquillages ou même des cocottes. Les enfants vont mettre le matériel à l'intérieur, puis pourquoi ça roule, ça va pas plus vite? Puis même dans les écoles aussi, ça peut être différents types. Ça peut être aussi des balles, mais différents types de tuyaux avec des combinaisons, des fameuses combinaisons euh, des embouts. Donc, vous pouvez même créer des embouts, puis là, les enfants vont créer ce qu'ils veulent avec ça. Surtout en primaire, ça peut être super intéressant. L'autre élément, on va parler de rotation. Donc, est-ce qu'on rotation autour d'un axe, que ce soit avec des cordes ou que ce soit avec différents types de hauteur de cordes, ou est-ce que c'est des élastiques aussi? Donc, c'est une possibilité pour explorer les rotations. Entourer ou envelopper. Donc, est-ce que c'est comprendre le principe que quelque chose est à l'intérieur, à l'extérieur, autour de, donc on va pas travailler avec différents tissus, là, je vous ai parlé de la bâche parce que la bâche peut être laissée à l'extérieur, entre autres. Si vous en avez différentes grosseurs, ben, est-ce que les enfants sont est-ce qu'ils sont suffisamment grands ou est-ce qu'ils peuvent rentrer en dessous des espaces pour euh, s'entourer, s'envelopper, créer des abris?
ce qui peuvent être à l'intérieur, à l'extérieur ou être autour de la structure. C'est des choses aussi qui peuvent être explorées. Puis le dernier, c'est connecter et déconnecter. Donc, que ce soit avec des velcro, des autocollants, est-ce que les enfants sont en mesure de combiner des blocs aussi? Les caisses de lait, ils se combinent, puis ils se connectent, puis ils se déconnectent. Donc, c'est une belle façon aussi de provoquer ces opportunités-là. Par le jeu libre, on introduit les matériaux libres, puis vous pouvez observer ce que les enfants font ou les jeunes font, puis venir apporter le matériel en conséquence pour venir bonifier leurs apprentissages et la compréhension de leur environnement. Le deuxième, c'est le contact avec la nature. Donc, ce que vous devez savoir, entre autres, c'est que la naturalisation, c'est vraiment un moyen qui est susceptible de recréer ce fameux contact-là avec la nature. Donc, on parle de beaucoup de reconnexion à la nature due aux divers bénéfices. C'est vraiment un espace qui est non compétitif, c'est ouvert, c'est agréable, donc c'est propice aux apprentissages, compte tenu que ça répond aux différents âges, intérêts et capacités des enfants. Des idées simples, entre autres, il y en a qui sont, c'est pas nouveau, mais parfois ça peut être il y a peut-être des nouveautés dans la liste que je vous propose. Ça peut être des hôtels à insectes, on peut parler de mud kitchen, ces fameuses tables que les enfants peuvent manipuler avec du matériel, de la vie quotidienne. On peut parler aussi d'un espace eau et sable, donc aussi un espace de manipulation qui peut se retrouver à la même place. Si vous n'avez pas d'espace, est-ce que ça peut être justement cette table, est-ce que ça peut être fait sous forme de table que les enfants puissent manipuler, que ce soit aussi à la hauteur, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi littéralement des bacs d'exploration que j'appelle. Ces bacs d'exploration-là, c'est des bacs de cuisine gris dans lesquels vous pouvez mettre du matériel d'exploration, puis les enfants peuvent creuser, chercher, manipuler peut-être avec de l'eau, avec le sable ou avec de la terre, mais vous pouvez modifier votre matériel, puis juste sortir le bac à l'extérieur, tout simplement. On peut retrouver une zone calme de nature, observation des végétaux, de la nature, des lieux pour faire la lecture, la rencontre. Si vous avez cet espace-là dans votre cours, ça peut être intéressant. Des sentiers sensoriels, des bacs sensoriels évolutifs. Donc, c'est un peu là, dans le même sens que je viens de vous parler avec le mode kitchen, l'espace eau. Ces sentiers sensoriels-là ou ces bacs sensoriels sont intéressants pour présenter, surtout aux plus jeunes, là, les les différents types de feuilles. Vous allez en avoir des sèches, vous allez en avoir des vivantes. Fait que vous pouvez autant qu'ils soient ancrés dans le sol ou tout simplement à la hauteur que les enfants puissent manipuler. Puis en hiver, ben, il y a la différence entre la glace, l'eau. L'eau chaude fait de la fumée, mais on peut aussi parler de la neige, donc qui est gelée. C'est quand même trois, quatre formes différentes que les enfants peuvent découvrir aussi. On va parler aussi d'espace pour creuser, fouiller, découvrir. On l'oublie un peu, celui-là, des fois. C'est important ou c'est même intéressant. Est-ce qu'on peut avoir cette zone-là où est-ce que les enfants peuvent creuser? Toujours une possibilité. Puis cette zone de creuse-là, on peut aussi des fois retrouver des bestioles. Donc, ça va venir nourrir notre espace, notre hôtel à insectes. Puis le dernier, c'est l'arbre à souhait ou à message. Donc, ça peut être une belle possibilité, tout simplement, venir enrichir nos environnements, permettre aux enfants d'écrire leurs arbres à souhait, leurs petits bandeaux avec un souhait dessus, puis on vient les accrocher dans les arbres temporairement pour que le souhait des enfants se réalise. Donc, c'est une tradition chinoise et indienne. Puis ça peut être une belle façon là, pour l'écriture. Donc, c'est une petite opportunité pour vous. Donc, c'est vraiment une idée simple et concrète que vous pouvez intégrer à votre environnement. Et pour terminer, je voulais vous parler de ces principes qui permettent le temps actif. Parce que si on parle beaucoup de jeux libres, actifs et à risque bénéfique. Et le temps actif a un impact, donc l'activité physique a un impact sur les apprentissages des enfants. Comment est-ce qu'on maximise ces environnements-là extérieurs? Comment on les optimise? On l'optimise aussi en comprenant que souvent, faut comprendre que les enfants ont besoin d'espace pour bouger. Un des principes, là, c'est réfléchissez à un maximum 25% de votre cours qui devrait être aménagé avec des espaces fixes.
Sinon, est-ce que vous avez beaucoup de matériel aussi qui est non nécessaire? Est-ce que c'est possible de désencombrer? Donc, ça, c'est un petit défi que je vous donne. Est-ce que c'est possible de désencombrer, peu importe votre milieu? Est-ce que c'est pertinent aussi? Le deuxième, c'est les petites cours. On peut prioriser des environnements qui sont plus polyvalents. Donc, de cette manière-là, on s'assure que notre environnement répond aux besoins de l'espace, répond aux besoins des enfants, des adultes au moment où on veut l'utiliser. Donc, environnement polyvalent, on parle de ces aires de jeu de construction. On parle, entre autres, d'avoir des aires de jeu aussi, des aires de communes, comme un espace de rassemblement, où ce qui peut aussi servir comme l'espace pour faire le dîner, l'espace pour faire la classe nature, l'espace pour faire euh, le bricolage, si vous décidez d'en faire à l'extérieur. Donc, c'est polyvalent. Ensuite de ça, le dernier principe, c'est l'avant-dernier principe, c'est la température. Les enfants sont plus actifs entre 20 et 25 degrés Celsius, température ressentie. Donc, il faut contrôler les températures en réfléchissant à des zones d'ombrage où les enfants sont plus actifs. Donc, pour maximiser le temps chaud, par les temps chauds, on réfléchit entre autres à des feuillus. Est-ce qu'on peut planter des feuillus? Donc, c'est des initiatives qui peuvent être faites autant dans les écoles que dans les garderies. Donc, réfléchir aux températures dans notre cours. Puis, ressenti veut dire si c'est l'hiver, les feuilles, ben, les feuilles tombent, ou si on décide de mettre des toiles, des parasols, des abris, parce que c'est des abris qui sont temporaires, qui vont permettre au soleil de venir nous réchauffer l'hiver, puis de les avoir, ces abris-là, pendant l'été pour venir nous réchauffer, pour venir nous refroidir, nous rafraîchir, en fait. Les deux derniers principes, ils sont vraiment liés un et l'autre. L'important, c'est juste de réfléchir que votre cours, vous devez juste avoir la bonne grosseur de zone et les délimiter pour s'assurer que les enfants voient où est-ce qu'ils veulent aller. Puis ça va maximiser leur temps actif, tout simplement. Donc, la bonne taille pour la bonne activité va avoir un impact aussi sur créer ces limites claires-là pour que les enfants puissent se dire, ben, j'ai envie de me reposer, je sais où je m'en vais. Donc, ça aussi, ça va maximiser leur temps, ça va couper leur temps de réflexion, puis maximiser ce temps d'apprentissage-là. Donc, c'était tout pour ce qui est du webinaire, de ces idées concrètes que vous pourriez appliquer dans votre espace extérieur demain matin. Donc, je ne suis pas allée dans les trop grandes réflexions, je suis restée dans les choses simples pour que ce soit facile et concret pour vous d'optimiser votre cours demain matin, de aussi avoir commencé des pistes de réflexion. Si jamais vous souhaitez aller plus loin, le prochain webinaire qui va porter sur ces cours extérieurs qui sont inclusifs pour répondre aux besoins de maximum d'enfants. Vous aurez compris que je vais y aller aussi beaucoup vers l'apprentissage par la nature encore, parce que la naturalisation répond davantage aux besoins des différents enfants. Euh, le prochain webinaire est mardi le 29 octobre, 18h30 à 19h. Il va être encore en ligne. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez scanner le code QR ou sinon aller directement sur le site de Nalu Éducation dans l'onglet Formation, webinaire gratuit et de sélectionner S'inscrire. Donc, c'est ce qui est tout. Je vous souhaite que ça a été hyper enrichissant pour vous. Si jamais vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire plus bas ou sinon à m'écrire un courriel, ça va me faire plaisir.